changer. À 97 ans, Enrico Macias peut à peine marcher. Son dos est courbé, son visage est fatigué. Mais ce n'est pas l'âge qui le tue. Les médecins ne comprennent pas. Ils cherchent un cancer. Ils cherchent une maladie cardiaque. Ils ne trouvent rien. Pourtant, quelque chose ronge cet homme de l'intérieur. Quelque chose que les scanners ne peuvent pas voir. Il y a quelques semaines, des huissiers sont venus frapper à sa porte, à la porte de sa villa de Saint-Tropez. Ils réclament 30 millions d'euros. 30 millions. Comment un chanteur qui a vendu des millions d'albums peut-il être ruiné? Comment l'homme qui chantait la paix se retrouve-t-il au bord de la rue? Mais l'argent n'est pas le pire. Le pire, c'est que Suzy n'est plus là. Sa femme est morte il y a des années. Et il y a une terre qu'il ne reverra jamais. Une ville qu'il a vue naître mais qui lui refuse l'entrée. Constantine. Pour comprendre ce drame, il faut revenir au début. Quand tout a basculé sous le soleil d'Algérie, tout a commencé par un miracle inattendu au début des années 60. Gaston Grenassia est né à Constantine en Algérie. Il a grandi dans une famille juive de cette ville magnifique. Son beau-père s'appelait Cher Raymond. C'était un musicien très respecté dans toute la région, un maître du oud et de la musique andalouse. Il lui a appris à jouer de cet instrument merveilleux. Il lui a transmis l'amour profond de la musique orientale. Gaston a épousé Suzy, la fille adorée de Cher Raymond. C'était un mariage d'amour et de musique. La vie semblait belle et paisible sous le soleil algérien. Constantine était leur paradis. Les ruelles étaient remplies de musique et de rire. Les familles vivaient ensemble dans l'harmonie. Mais tout a basculé brutalement le 22 juin 1961. Ce jour-là, Cher Raymond a été abattu en pleine rue à Constantine. Les balles l'ont frappé sans pitié. C'était la guerre d'Algérie. La violence devenait quotidienne dans les rues. Les communautés se déchiraient. La haine remplaçait l'amitié. Pour Gaston, ce jour a marqué la fin de l'innocence, la fin de son monde. Avec Suzy, ils ont dû fuir leur pays natal. Ils sont arrivés à Paris le cœur brisé et les poches vides, comme des milliers d'autres pieds noirs, comme des milliers de déracinés qui ont tout perdu. Au début des années 60, personne ne connaissait Gaston Grenassia. Il était un jeune réfugié parmi des milliers d'autres. Un homme traumatisé qui portait en lui le poids d'un deuil terrible. Mais il avait une guitare. Et il avait une chanson qui sortait de ses tripes. En 1962, il sort « Adieu mon pays ». Ce n'est pas simplement une chanson. C'est un cri viscéral qui résonne dans le cœur de millions de déracinés. Cette mélodie parle de l'Algérie perdue. Elle parle de la douleur de l'exil. Elle touche des millions de pieds noirs qui pleurent leur terre. Du jour au lendemain, Gaston devient Enrico Macias. Ce jeune homme au regard triste devient le prince de la variété française. Les salles de concert de l'Olympia à Bobino affichent complet des mois à l'avance. Il devient l'idole non seulement des pieds noirs, mais aussi de tous les Français. Il trouve dans sa voix une chaleur humaine irrésistible. Les succès se sont enchaînés comme des perles sur un collier de jasmin. Les filles de mon pays, l'Oriental, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Chaque titre est une fête, une invitation à la danse et à la fraternité. Enrico Macias n'est plus un simple chanteur. Il devient un symbole vivant, une icône de la réconciliation. On le voit partout à la télévision, souriant, rayonnant, toujours entouré d'amis et de musiciens. Il prêche l'amour universel avec enfants de tout pays. Il parcourt le monde entier. Il porte son message de paix jusqu'aux tribunes des Nations Unies. Il est accueilli comme un chef d'État en Égypte par le président Sadat. C'est l'apogée. Le moment où l'artiste semble intouchable, protégé par l'amour inconditionnel de son public. À cette époque, l'argent coule à flot. La reconnaissance est mondiale. Enrico est le visage de la joie de vivre, celui qui met de l'ambiance dans les mariages et les fêtes de famille. Il vend des millions d'albums dans le monde entier.
Ses concerts attirent des foules immenses. Il a réussi à bâtir en France ce qu'il avait perdu en Algérie. Une grande tribu joyeuse et bruyante. Il pense avoir vaincu le sort. Il pense avoir trouvé un nouvel équilibre inébranlable. Avec Suzy, il achète une magnifique villa à Saint-Tropez. Cette maison n'est pas un simple investissement immobilier de star. Avec ses arcades blanches et ses jardins fleuris, elle ressemble à son Algérie perdue. C'est une reconstitution de Constantine, le seul endroit sur terre où il se sent encore chez lui. Il y reçoit sa famille nombreuse, ses amis musiciens, ses enfants qui grandissent. La maison est remplie de rires et de musique. Elle représente tout ce qu'il a construit en France, tout ce qu'il a reconstruit pierre par pierre, après avoir tout perdu. Mais ce que le public ne voit pas, aveuglé par les paillettes et les rythmes entraînants, c'est que cette gloire immense est construite sur un sol fragile. Chaque sourire public d'Enrico est un masque posé sur une cicatrice qui refuse de guérir. Il chante pour oublier. Il amasse les succès pour combler un vide sidéral. On le croit guéri de son passé. On le voit comme un homme comblé, riche et célèbre. Pourtant, au milieu de ces foules qui l'acclament, Enrico commence déjà à ressentir le froid de la solitude. Il y a une violence inouïe dans le monde du spectacle, une règle tacite qui exige que l'artiste ne soit qu'un miroir de nos propres désirs, jamais le reflet de ses propres souffrances. Enrico Macias a appris cette leçon de la manière la plus brutale. Le public veut l'oriental joyeux, le pied noir exubérant qui tape dans ses mains. Il ne veut pas voir le jeune homme traumatisé, celui qui a vu son monde s'effondrer ce 22 juin 1961, celui qui a vu son beau-père mourir dans la rue. Le show business est une machine vorace qui ne s'embarrasse pas de deuil. Pour survivre dans cette industrie, pour nourrir sa famille déracinée, Gaston a dû s'effacer pour laisser la place à Enrico. Il a dû porter un masque souriant alors que son cœur saignait encore. Les producteurs et les maisons de disques ont flairé le filon de la nostalgie heureuse. Ils ont formaté son image, l'enfermant peu à peu dans ce rôle de l'amuseur public perpétuel. On lui demande de chanter la fête encore et encore, alors qu'il aurait peut-être voulu hurler sa douleur ou pleurer ses morts. Cette dichotomie crée une fracture intérieure, une schizophrénie émotionnelle qui ronge ses nerfs année après année. Il devient prisonnier de son propre personnage, condamné à être l'homme qui apporte le soleil aux autres, tout en restant dans l'ombre de sa propre histoire. Et puis il y a eu les vautours. La célébrité attire inévitablement une cour de parasites, de faux amis et de conseillers mal avisés. Enrico, avec sa générosité légendaire et son âme d'artiste plus attachée aux sentiments qu'aux chiffres, est une proie idéale. Dans ce tourbillon de succès, il ne voit pas ou ne veut pas voir. Certains de ceux qui lui tapent dans le dos ne cherchent qu'à profiter de lui. Quand on passe sa vie à donner sans compter, quand on est habitué à faire confiance sans vérifier, on finit par ouvrir la porte au loup. Et pour Enrico, le loup porte un costume de banquier bienveillant. L'année 2008 restera gravée comme le début de la fin. Une année maudite où le ciel s'est effondré sur la tête d'Enrico Macias. Le destin, parfois cruel, a décidé de le frapper 2 fois, en plein cœur et au portefeuille, le laissant chancelant au bord du gouffre. Le premier coup, et sans doute le plus fatal pour son âme, fut la perte de Suzy. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était la fille de cher Raymond, le dernier lien vivant avec sa mémoire, sa boussole et son encre dans ce monde tumultueux. Lorsqu'elle a rendu son dernier souffle après un long combat contre la maladie, une partie d'Enrico est morte avec elle. Il s'est retrouvé soudainement orphelin une seconde fois, errant dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse, parlant aux ombres pour tromper son chagrin. Après 50 ans de mariage, après avoir tout partagé, il se retrouve brutalement seul. Mais alors qu'il était à genoux, vulnérable et aveuglé par les larmes,
Le piège financier s'est refermé sur lui avec une violence inouïe. C'est à ce moment précis, profitant de sa faiblesse, que le scandale de la Landsbanki a éclaté, transformant son deuil en cauchemar éveillé. Il avait hypothéqué sa villa de Saint-Tropez, ce refuge qu'il avait mis toute une vie à bâtir. Il faut comprendre que cette maison n'était pas un simple bien immobilier, elle était son dernier morceau d'Algérie, son sanctuaire personnel. On lui avait promis que ce montage financier sécuriserait l'avenir de ses enfants. Des conseillers en qui il avait confiance lui avaient assuré que tout était sans risque. Mais la banque islandaise a fait faillite brutalement en 2008. La crise financière mondiale a tout emporté. Du jour au lendemain, le créancier est devenu débiteur. Le réveil a été brutal et terrible. On lui réclame la somme astronomique de 30 millions d'euros. 30 millions. Imaginez l'angoisse d'un homme de 70 ans qui découvre qu'il pourrait finir ses jours à la rue, expulsé de son propre sanctuaire. La justice, froide et implacable, a commencé à saisir ses comptes bancaires, à menacer ses biens. L'icône de la chanson s'est retrouvée traînée devant les tribunaux, non pas pour être honorée, mais pour se défendre d'être ruinée. C'est ce stress toxique, cette peur viscérale de tout perdre une seconde fois, qui a commencé à ronger son corps. Ce n'est pas l'âge qui a brisé le dos d'Enrico, c'est le poids insupportable de cette injustice. Le public a vu un homme qui continuait de chanter. Mais en réalité, chaque concert est devenu une nécessité vitale, non plus pour le plaisir, mais pour payer des avocats, pour payer des intérêts exorbitants. Il vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, se réveillant chaque matin avec la peur que les huissiers ne viennent changer les serrures de sa vie. C'est cette anxiété permanente, ce sentiment d'être spolié et trahi par le système, qui constitue la véritable maladie qui le consume aujourd'hui. Mais au fond de cet abîme, alors que tout semble perdu, une vieille colère s'est réveillée. L'animal blessé a décidé qu'il ne partirait pas sans rugir une dernière fois. Au crépuscule de sa vie, alors que le corps se fait lourd et que les batailles judiciaires ont épuisé ses dernières réserves d'énergie, Enrico Macias a choisi de ne plus se taire. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour implorer la pitié des banquiers ou des juges qu'il élève la voix aujourd'hui. C'est pour révéler la véritable nature de ce mal qui le ronge. Et c'est une vérité qu'il a longtemps gardée enfouie sous ses sourires de façade. Lors de ses récentes apparitions, derrière ses lunettes fumées, il a laissé entrevoir une certitude bouleversante. Il a compris que ni les chirurgiens parisiens qui ont opéré son dos, ni les médicaments les plus puissants ne pourront jamais guérir sa véritable blessure. Il existe pourtant un remède, un antidote unique capable de redresser sa silhouette voûtée et d'apaiser son cœur arythmique. Mais cet antidote lui est cruellement interdit. Ce remède miracle, c'est Constantine, c'est le parfum des orangers de son enfance. C'est la poussière de ces rues étroites où il a appris à jouer du oud. C'est le soleil de cette terre qu'il a vu naître et qu'il a rejeté. Enrico a fini par l'avouer à demi-mot, comme on confesse un secret inavouable. Son rêve ultime, celui qui le maintient encore en vie malgré les chutes et les dettes, serait de pouvoir se recueillir. Ne serait-ce qu'une minute sur la tombe de cher Raymond, il ne veut pas y retourner en star. Il ne veut pas y retourner en homme politique. Il veut juste y retourner en tant que Gaston, le petit garçon juif qui n'a jamais voulu partir. Il imagine que s'il pouvait marcher une dernière fois sur ce sol sacré, toutes ses douleurs s'envoleraient, que la boucle serait bouclée et qu'il pourrait enfin trouver la paix avant de mourir. Mais la tragédie d'Enrico est là, dans cette porte fermée à double tour par l'histoire et la rancune. Il y a des hommes, des systèmes et des mémoires blessées de l'autre côté de la Méditerranée. Il considère son retour comme impossible, voire impardonnable. Chaque fois qu'il a essayé de tendre la main, chaque fois qu'il a espéré un voyage de réconciliation, le destin ou la politique s'en sont mêlés pour briser son espoir. C'est cela qui le tue aujourd'hui. C'est de savoir que l'antidote est là, à seulement quelques heures d'avion.
mais qu'il est condamné à mourir de soif à côté de la fontaine. Il se tient là, sur le rivage de sa vieillesse, regardant vers le sud, avec le désespoir de ceux qui savent qu'ils ne rentreront jamais à la maison. Sa maladie porte un nom terrible. C'est le chagrin d'un amour interdit entre un homme et sa terre natale. Au terme de ce voyage dans les cicatrices d'une légende, l'histoire d'Enrico Macias nous tend un miroir troublant. Elle nous rappelle brutalement que la gloire ne vaccine pas contre le malheur, que les millions d'albums vendus ne peuvent pas acheter ce qui compte vraiment, une terre où reposer en paix et une main aimée à tenir. Nous avons passé des décennies à danser sur ses musiques, à consommer sa joie comme un produit inépuisable. Mais avons-nous pris le temps d'écouter les silences entre ses notes ? Aujourd'hui, alors que l'artiste lutte pour conserver sa dignité face aux créanciers et à la maladie, il nous force à nous poser une question dérangeante. Sommes-nous prêts à aimer nos idoles lorsqu'elles ne brillent plus, lorsqu'elles deviennent fragiles, humaines, et qu'elles nous demandent non plus des applaudissements, mais de la justice ? Le cas d'Enrico est universel, car il touche à la peur la plus primitive de l'homme, celle de finir sans abri et sans racines. Qu'importe que les murs soient dorés ou modestes, perdre sa maison, c'est perdre la mémoire de sa vie. Pour Enrico, cette villa menacée est le dernier bastion contre l'oubli, le dernier morceau tangible d'un rêve qu'il a partagé avec Suzy. Si la banque lui prend cela, elle ne lui prend pas seulement des pierres, elle lui arrache sa colonne vertébrale. Peut-être que la véritable leçon de vie d'Enrico Macias n'est pas dans ses chansons festives, mais dans ce dernier combat crépusculaire. Il nous enseigne que l'on peut tout avoir et tout perdre, mais que personne ne peut saisir ce que l'on porte au fond du cœur. Sa maladie est celle de tous ceux qui ont dû partir sans jamais pouvoir revenir. Avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur ce grand théâtre qu'est sa vie, il ne demande pas la charité. Il demande simplement à être entendu, non plus comme l'amuseur public, mais comme un homme qui cherche désespérément le chemin de la maison. Comme il l'a si souvent chanté sans que nous comprenions vraiment la gravité de ses mots. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour aimer. Et aujourd'hui, il espère juste que cet amour lui sera rendu avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, qu'en pensez-vous ? Enrico Macias devrait-il pouvoir retourner à Constantine une dernière fois ? Partagez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les légendes oubliées.